Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Dans la cave d'une maison de la Chapelle-Bâton, dans les Deux-Sèvres, se niche un véritable trésor estimé à 50 millions d'euros. Un montant qui pourrait paraître anodin pour certains, sauf lorsque l'on sait que ce fils de facteur a commencé sa collection avec 4 caisses de Pétrus 82. Mais je vais tout vous raconter. Contrairement à ses copains qui s'ennuient et attendent d'aller à l'EHPAD, comme il le dit lui-même, Michel-Jacques Chasseuil a encore des projets. À 80 ans, engoncé dans un gilet, l'œil rieur et frétillant, il nous emmène dans le prolongement de 400 mètres carrés qu'il a fait construire pour sa cave et désormais ranger sa précieuse collection. Plus de 50 000 bouteilles, dont 5 000 spiritueux, y sont aujourd'hui exposées. Pourtant, rien ne prédestinait ce fils de facteur ayant démarré comme chaudronnier chez Dassault en 63 à travailler 56 heures par semaine pour seulement 390 francs, à devenir le dépositaire de la plus prestigieuse collection de vins privés au monde. Le virus du collectionneur, Michel-Jacques l'a attrapé avant celui du vin. Timbres, pièces de monnaie romaine, buvards de publicité. Né en 1941, il se souvient des jours de l'an où son père sortait une bouteille pour fêter l'arrivée d'une nouvelle année. Mais son premier contact avec les spiritueux remonte au service militaire. Une fois démobilisé, ses parents lui conseillent d'aller à Paris et de ne pas revenir dans les Deux-Sèvres de son enfance. Embauché chez Dassault, il est repéré pour devenir dessinateur industriel. En 67, on lui offre l'opportunité qui va le lancer dans le grand monde. Comme le général de Gaulle exigeait des expatriés de la fonction publique qu'ils parlent anglais, il repère un poste en Afrique du Sud afin de construire des avions avec Atlas Corporation. Dans la foulée, Michel-Jacques Chasseuil épouse sa fiancée et choisit une maison parmi toutes celles proposées par sa compagnie, où il reste de 1968 à 1970. À son retour, Dassault lui propose de devenir directeur des ventes à l'étranger. Bilingue en anglais, il commence à accompagner les clients dans les grands restaurants, parmi lesquels la Tour d'Argent ou le Georges V. Là, il a alors l'occasion de goûter à tous les plus grands vins. Margaux, Pétrus, Aubryon et j'en passe. Trop occupé à travailler, il ne voit pas que sa femme lui échappe et finit par le quitter. Michel-Jacques élève alors seul son fils Jérémy et le vin prend progressivement une place de plus en plus importante dans sa vie. Mais pourquoi celui qui prétend avoir tout bu entasse-t-il des milliers de litres des meilleurs vins et spiritueux au monde sans les boire ? Michel-Jacques n'aime pas trop cette question, car pour lui, ce vin appartient désormais au patrimoine de l'humanité. À partir de 75, quand il comprend qu'il n'aura pas une grosse retraite, il commence à collectionner les bouteilles. Marcel Dassault lui conseille « N'achetez que ce qui, un jour, ne se trouvera plus ». En 82, il reçoit une prime de 10 000 francs et achète 4 caisses de Pétrus. Une bouteille qui vaut aujourd'hui la coquette somme de 5 000 €. Je vous laisse faire le calcul. Progressivement, il envoie des caisses de vin prestigieux chez ses parents dans son village de la Chapelle-Bâton. En 89, il saisit une opportunité, quitte Dassault avec un chèque de 500 000 francs et se consacre à sa nouvelle passion dévorante. Malin comme un singe, il s'arrange pour trouver les bouteilles manquantes à sa collection, se créant des amis un peu partout. En 97, apprenant que le conservateur des anciennes caves du tsar Nicolas II en Crimée doit se rendre à l'Élysée, il demande à lui parler, l'invite chez lui et se rend ensuite en Ukraine jusqu'à l'annexion russe. Et il réussit à négocier et à acheter des bouteilles qu'il ramène secrètement en France. À partir de là, Michel-Jacques recherche le meilleur vin, de la meilleure production et de la meilleure année. Et l'on peut dire qu'il a eu du nez
en investissant dans des bouteilles dont les prix ont explosé. Une intelligente spéculation à l'origine de cet incroyable trésor. Son vin le plus ancien, un Nyquem 1811. Le plus cher, une Romanée Conti 45. Il a tous les Pétrus depuis 1914, la quasi-totalité du 19e d'Yquem et tous les bons millésimes des plus grands crus, comme Margaux ou Mouton. Dans sa cave, exposées sous verre, des bouteilles de la cave d'Alain Delon, de Tabarly, de Maurice Chevalier et même d'Hitler. 2 autres trésors se nichent au fond de son futur musée, parmi lesquels le Constantia, le vin que buvait Napoléon à Sainte-Hélène, sans oublier la pièce maîtresse de sa collection, une bouteille de champagne Marie Brizard, rescapée du naufrage du Titanic, dans lequel flottent encore des paillettes dorées. Malgré la véritable mine d'or qui se cache sous ses pieds, Michel-Jacques Chasseuil vit modestement dans sa petite maison de la Chapelle-Bâton. En 2014, un groupe d'hommes le séquestre chez lui tordent les doigts, l'insulte, mais il refuse obstinément de donner le code, un fait d'armes dont il n'est pas peu fier. Et pour cause, un milliardaire chinois qui voulait racheter sa collection l'a évalué à 50 millions d'euros. Afin d'éviter de nouvelles surprises, des caméras et des alarmes sont disposées un peu partout autour de chez lui. Encore aujourd'hui, le collectionneur veille sur son trésor et affirme qu'il sera toujours là, en 2041, avec de nouveaux projets. Et devinez ce qu'il nous aura été donné de goûter ? Du thé. Cet épisode est inspiré d'un article pour Le Figaro, écrit par Amaury Coutancet-Perquivière. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!